Alaska 261, nous sommes en piqué ici. Mais nous avons perdu le contrôle vertical de l'avion. En tant que pilote, il y a quelques situations que vous espérez ne jamais, au grand jamais, avoir à vivre, et l'une d'elles est évidemment une perte totale des commandes de votre avion. Sans aucune checklist disponible pour vous aider à résoudre le problème, voici le récit glaçant de l'un des accidents d'aviation les plus marquants de l'histoire moderne. C'est aussi une question de compétences aéronautiques et de volonté de piloter l'avion quoi qu'il arrive. Restez avec nous. L'histoire du vol Alaska Airlines 261 s'est déroulée le 31 janvier 2000, mais ce n'est pas à ce moment-là que cette histoire a réellement commencé. Ce qui s'est passé ici trouve sa source profonde dans ce que j'appelle la dérive organisationnelle. Et pour comprendre cela, nous devons remonter plusieurs décennies en arrière, jusqu'à la certification de l'appareil impliqué. Et après cela, nous devons également jeter un œil à la compagnie qui l'exploitait. L'appareil accidenté était un McDonnell Douglas MD-83 qui est une variante du DC-9 d'origine, introduit en 1965. Le DC-9 a été produit jusqu'en 1982, puis il a été suivi par le MD-81, le MD-82, le MD-83, le MD-88 et enfin le Boeing 717. Mais même si les modèles ultérieurs comportaient de nombreuses améliorations, la conception et les systèmes de base remontaient toujours au DC-9 d'origine. La partie de l'avion qui va devenir importante dans cette histoire est l'empennage, ou l'aile arrière de l'avion. Il se compose de la dérive verticale qui, avec la gouverne de direction, stabilise et contrôle l'avion autour de l'axe de lacet et est donc appelé le stabilisateur vertical. Au-dessus du stabilisateur vertical se trouve le stabilisateur horizontal. Le stabilisateur horizontal et les gouvernes de profondeur contrôlent l'avion autour de l'axe de tangage. Ou, autrement dit, ce sont les commandes qui orientent le nez de l'avion vers le haut ou le bas. Ce contrôle s'effectue principalement de deux façons. Si le pilote souhaite faire monter l'avion, par exemple, il peut tirer le manche à balai vers l'arrière, ce qui activera mécaniquement de petits volets de commande à l'arrière de l'avion, les gouvernes de profondeur. Ces volets descendent pour forcer les gouvernes de profondeur à monter, aidés par les forces aérodynamiques. Ce mouvement va alors relever le nez de l'avion, modifiant son assiette vers le haut. Les gouvernes de profondeur assurent le contrôle principal de l'assiette, mais tirer continuellement sur le manche à balai serait très fatigant pendant de longues périodes de vol. De plus, la force à exercer vers l'avant ou l'arrière varierait selon la configuration de l'avion, la vitesse et les changements de poids. Il doit donc exister un moyen de neutraliser ces forces, et c'est là que nous en arrivons. L'utilisation du stabilisateur horizontal mobile, soit toute la partie arrière horizontale de l'aile portant les gouvernes de profondeur. Le stabilisateur est activé. Le stabilisateur horizontal mobile du MD-80, d'environ 12 mètres de large, est monté au sommet du stabilisateur vertical par deux charnières arrière et un vérin à vis sans fin à l'avant, qui ajuste l'angle du bord d'attaque. Cela permet de compenser l'avion pour réduire les efforts sur les commandes et c'est ainsi que le pilote automatique contrôle surtout l'assiette une fois engagé. Je vais aborder un peu de technique, mais cette explication est essentielle pour comprendre ce qui est arrivé à cet avion. Restez concentrés. Le pilote ou le pilote automatique peut contrôler l'amplitude des mouvements du stabilisateur de différentes façons. Sur le manche à balai, il y a deux interrupteurs, affectueusement appelés interrupteurs pickle, qui, lorsqu'ils sont pressés simultanément, s'activent. Un moteur de compensation électrique principal qui est monté avec son ensemble de boîtes de vitesse reliées au longeron avant du stabilisateur horizontal. Un ensemble d'interrupteurs de secours sur la console centrale permet aussi d'activer un moteur électrique de secours monté là. C'est aussi ce moteur que le pilote automatique utilise désormais si ces deux interrupteurs tombent en panne électrique. Une paire de poignées de compensation près du quadrant des gaz, appelée poignée valise, permet aussi d'activer manuellement le moteur principal. Mais que font donc ces moteurs? Eh bien, lorsque l'un des deux moteurs est activé, il commence à faire tourner un tube de torsion à l'intérieur d'une vis ACME, qui traverse un écrou ACME relié au stabilisateur vertical en dessous. Cela signifie que lorsque la vis ACME tourne dans un sens ou dans l'autre, elle va soit abaisser, soit relever l'angle du stabilisateur de manière uniforme et fluide.
Un peu comme lorsque vous soulevez votre voiture avec un cric à vis pour changer un pneu. Bien sûr, il existe des limites à l'amplitude de déplacement autorisée de cette vis. Ceci est possible grâce à des valeurs de compensation programmées qui arrêtent les moteurs électriques lorsqu'elles sont atteintes. Mais si cela devait échouer, il existe également des butées mécaniques en haut et en bas de la vis ACME, qui servent de garantie ultime pour empêcher la vis de dépasser les positions maximales et minimales. Il existe aussi un interrupteur principal de frein de compensation dans le cockpit, permettant d'arrêter tout mouvement de compensation si le moteur s'emballe. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont l'œil d'ingénieur auront probablement déjà remarqué qu'il n'y a qu'une seule vis et un seul écrou ACME dans ce système. Un système qui supporte les charges de commande principales de l'avion ne devrait-il pas être doublé pour assurer la redondance? Eh bien, la façon dont McDonnell Douglas a initialement abordé la redondance a été de la présenter aux autorités. Que la vis ACME elle-même ainsi que le tube de torsion à l'intérieur de la vis étaient chacun capables de maintenir l'intégrité structurelle du système. Cela signifie que si l'un d'eux venait à se casser, l'autre serait toujours capable de maintenir l'ensemble de la vis en place et d'assurer ainsi la redondance nécessaire. En ce qui concerne l'écrou ACME, il a été démontré qu'il pouvait fonctionner même avec jusqu'à 90% des filets de l'écrou usés. Et sa redondance était assurée en insérant plus de filets de vis que nécessaire à l'intérieur de l'écrou, ainsi que des doubles spirales de filets. L'écrou ACME était fabriqué dans un alliage légèrement plus tendre que la vis, de sorte que toute usure se produisait naturellement d'abord sur l'écrou. Au départ, l'écrou était certifié pour une durée de vie en surface de 30 000 heures de vol, mais très vite après, les inspections de certification ont révélé une usure des filets de l'écrou supérieure à ce qui était attendu. Ainsi, des inspections régulières ont été instaurées pour mesurer cette usure. Et lorsqu'elle atteignait une valeur prédéterminée, l'ensemble devait être remplacé. Comme beaucoup d'entre vous le savent, chaque fois que des pièces mécaniques bougent les unes contre les autres, il y a de la friction entre elles. Plus il y a de friction, plus l'usure sera rapide. Et à cause de cela, l'écrou et la vis ACME devaient être lubrifiés à intervalles réguliers avec un type de graisse certifié et approuvé pour l'aviation. Et c'est ici que nous arrivons à l'exploitant, Alaska Airlines et à la FAA. Au départ, après la certification du DC-9 d'origine, McDonnell Douglas recommandait un intervalle de lubrification du vérin de vis sans fin tous les 300 à 350 heures de vol. Cet intervalle a ensuite été étendu pour la famille MD-80 jusqu'à 900 heures. Mais en 1996, une révision des intervalles d'entretien généraux a inclus la lubrification lors de chaque visite C, qui n'avait lieu que toutes les 3600 heures ou tous les 15 mois, selon la première échéance atteinte. Alaska Airlines a suivi ces recommandations et a étendu l'intervalle de lubrification à, dans leur cas, tous les 8 mois, ce qui était en réalité plus conservateur que la recommandation du constructeur. Mais évidemment, cela ne vaut que si les procédures de lubrification ont été correctement effectuées. La compagnie aérienne a obtenu immédiatement l'extension de la FAA, car elle respectait alors les recommandations du constructeur. Mais il sera découvert plus tard que l'inclusion de la lubrification dans le programme de la visite C n'avait en réalité pas été approuvée ni même expliquée aux ingénieurs d'origine. Chez McDonnell Douglas, cela avait simplement été regroupé avec plusieurs autres contrôles de maintenance sans évaluation de chaque tâche individuelle. Maintenant, en ce qui concerne les procédures, selon McDonnell Douglas, le graissage de l'écrou devait être effectué en injectant de la graisse dans un raccord sur l'écrou jusqu'à ce que la graisse ressorte par le dessus et le dessous de l'écrou. Après cela, la vis elle-même devait être correctement graissée avant que le stabilisateur ne soit déplacé complètement vers le haut et vers le bas plusieurs fois afin de bien lubrifier tous les composants concernés. Cela devait prendre environ 4 heures à chaque fois. Mais lorsque l'ingénieur de piste, qui a été le dernier à intervenir sur l'avion accidenté, a été interrogé sur la façon dont il procédait, il a répondu que cela lui prendrait environ 1 heure. Et il n'a pas pu expliquer chacune des étapes individuelles. En plus de cela, en raison de l'usure plus importante que prévue de l'écrou ACME, une procédure de mesure de cette usure avait été élaborée, en utilisant un outil qui mettrait l'écrou en tension vers la vis ACME et mesurerait son déplacement. Cela devait être fait à l'aide de dispositifs de retenue spécifiques fabriqués par Boeing pour appliquer la tension correcte. Mais Alaska Airlines choisit de fabriquer les leurs, légèrement différents en apparence et fonctionnement des modèles Boeing. Ces contrôles d'usure avaient été recommandés tous les 30 mois ou toutes les 7200 heures selon la première échéance atteinte.
Mais Alaska Airlines avait indiqué dans leur manuel que ce contrôle devait être effectué tous les 30 mois, mais sans limite d'heures. Cela signifiait qu'avec le programme de vol chargé qu'exploitait Alaska Airlines à l'époque, il s'écoulait près de 9 550 heures entre chacun de ces contrôles, et l'avion impliqué dans l'accident approchait de cette échéance. Vers la fin de ces 30 mois, voyez-vous, cela nous amène au vol fatidique du 31 janvier 2000. Mais avant d'entrer dans les détails, tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous rend-il un peu nerveux? Dans ce cas, vous êtes un passager anxieux et devriez remercier spécialement le sponsor d'aujourd'hui. Qui est Brilliant? Non pas parce que Brilliant a quelque chose à voir avec les passagers anxieux ou pour les aider. Ce n'est pas le cas, mais parce qu'ils sont une plateforme d'apprentissage fantastique, interactive et ludique qui m'a aidé à créer une application pour vous qui inclut un assistant IA. Maintenant, l'IA est basée sur de grands modèles de langage et des réseaux neuronaux. Et les réseaux neuronaux font en fait partie des cours que Brilliant propose, avec des cours de mathématiques et de physique de base, et bien d'autres choses encore. Sans Brilliant, je n'aurais pas compris la théorie derrière l'assistant IA Aden que j'ai créé, qui peut répondre à toutes vos questions sur la peur de l'avion et sur l'aviation en général. Brilliant peut être utilisé par tout le monde, que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux et que vous souhaitiez apprendre de nouvelles choses. Si cela vous intéresse, ce qui devrait vraiment être le cas, alors vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous qui est brilliant.org/mentorpilot. Vous bénéficierez d'un essai gratuit de 30 jours pour découvrir tous les cours de Brilliant. Et les 200 premiers d'entre vous qui cliqueront sur ce lien bénéficieront également d'une réduction de 20% sur l'abonnement premium d'1 an de Brilliant, ce qui est vraiment génial. Et si vous êtes intéressé par l'application Peur de l'avion, vous pouvez vous rendre sur app.mentorpilot.com. Merci, Brilliant. Poursuivons maintenant. Dans l'après-midi du 31 janvier 2000, l'avion accidenté portant l'immatriculation novembre 963 Alpha Sierra est arrivé à l'heure à l'aéroport international Licenciado Gustavo Díaz Ordaz à Puerto Vallarta, au Mexique. L'équipage arrivant avait effectué un vol tout à fait normal, sans rien d'inhabituel. Ils ont aussi signalé cela en remettant l'avion à l'équipage suivant, chargé de le ramener à Seattle. Après une courte escale à San Francisco, le nouveau pilote a salué l'équipage précédent et a commencé à préparer l'avion pour le vol retour. Dans le nouvel équipage, il y avait 3 agents de bord basés à Seattle qui préparaient tout pour les 83 passagers réservés et 2 pilotes très expérimentés. Aux commandes se trouvait le commandant de bord, Ted Thompson, âgé de 53 ans, qui travaillait pour Jet America, puis Alaska Airlines depuis 1982. Avant de commencer à piloter des avions de ligne, il avait volé pour l'US Air Force et au moment de ce vol, il totalisait un peu plus de 17 750 heures de vol au total, dont plus de 4 000 heures sur le MD-80. Il volait avec le copilote Bill Tansky, âgé de 57 ans, qui avait lui aussi une expérience militaire préalable, dans son cas au sein de l'US Navy. Il avait accumulé 8 140 heures de vol, dont plus de 8 000 heures sur le MD-80, ce qui faisait de lui un pilote très expérimenté sur ce type d'appareil. L'appareil semblait être en bon état de vol et il n'y avait eu aucun problème ni antécédent de problème lors des derniers vols, que le commandant de bord pouvait constater en consultant le carnet technique. Le copilote Bill allait être le pilote en fonction pour le premier vol avec l'indicatif Alaska 261 à destination de San Francisco. Ensuite, le commandant Ted prendrait les commandes pour piloter le dernier tronçon jusqu'à Seattle. La journée était idéale pour voler, avec des vents légers et une bonne visibilité. Après l'embarquement des 83 passagers, les portes ont été fermées et les moteurs allumés lors du pushback depuis la porte d'embarquement. La compensation au décollage avait été calculée à 7 degrés cabrés, ce qui a été réglé sans aucun problème, et à 13h37, heure du Pacifique, le vol Alaska Airlines 261 a décollé normalement de Puerto Vallarta et a commencé sa montée vers le nord-ouest. Le copilote Bill a piloté manuellement jusqu'à environ 6200 pieds, s'est assuré que l'appareil était bien compensé, puis a activé le pilote automatique. Après ce point, alors que l'avion continuait sa montée vers l'altitude de croisière prévue de 31 000 pieds, le pilote automatique continuait à compenser normalement en utilisant la vitesse plus lente du moteur électrique de secours, comme il était conçu pour le faire, mais à l'insu du pilote, des choses avaient commencé à se produire tout à l'arrière de l'appareil.
À l'intérieur de l'écrou ACM, qui maintenait l'ensemble de la vis de manœuvre assemblée depuis plusieurs milliers d'heures, la vis avait usé les filetages plus tendres de l'écrou, presque sans aucune graisse pour la lubrifier, et il ne restait maintenant plus qu'un mince filet d'origine pour guider la vis. Alors que le pilote automatique était activé à 23 400 pieds, le dernier ajustement du stabilisateur a été enregistré sur l'enregistreur de données de vol, puis il est resté bloqué à 0,4 degrés nez en bas. Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui a provoqué ce blocage, mais il est possible que les extrémités de ce qui restait du filetage de l'écrou ACME soient devenues si fragiles qu'elles ont commencé à se plier sous la charge de la vis, ce qui a simplement provoqué le grippage de la vis. Quoi qu'il en soit, la façon dont les pilotes auraient remarqué cela aurait été en constatant que le pilote automatique était incapable de maintenir la vitesse et le taux de montée, puisqu'il ne pouvait tout simplement pas déplacer le stabilisateur. Au départ, l'avion a continué à monter à une vitesse indiquée de 330 nœuds, mais il a ensuite commencé à s'aplanir lentement lorsqu'il a atteint environ 26 000 pieds. Pendant que cela se produisait, la vitesse a commencé à diminuer, puis l'avion a repris sa montée et la vitesse a encore chuté jusqu'à 285 nœuds. À ce moment-là, le voyant d'alerte de compensation se serait également allumé, indiquant clairement au pilote qu'il y avait un problème avec le système de compensation. D'abord, l'officier Bill a désactivé le pilote automatique et pris le contrôle manuel de l'avion. Nous n'avons aucune transcription vocale de cette première partie du vol, car l'enregistreur de voix du cockpit n'a conservé que les 30 dernières minutes. Mais on peut supposer que le copilote Bill l'aurait immédiatement remarqué. Il devait tirer avec une force allant jusqu'à 50 livres, soit 22 kilos, pour que l'avion continue à monter. Et lorsqu'il a essayé de compenser, la compensation du stabilisateur ne fonctionnait pas. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, la principale raison d'utiliser la compensation du stabilisateur est de supprimer les efforts sur le manche à balai pour l'équipage. L'avion étant compensé pour monter à 330 nœuds, alors que la vitesse était tombée à 285 nœuds, il fallait exercer bien plus de pression arrière que d'habitude pour maintenir la montée. Au cours des minutes suivantes, les gouvernes de profondeur ont été braquées vers le haut pour poursuivre la montée jusqu'à 31 000 pieds. Et après qu'il se soit stabilisé en palier, la pression arrière nécessaire a été réduite à environ 30 livres, soit 13 kilos. C'est encore beaucoup, mais c'est clairement gérable. L'augmentation de la vitesse et la baisse du poids du carburant ont encore réduit la pression arrière, si bien qu'à la fin, elle devenait presque inutile pour continuer à voler en palier. Pendant ce temps, l'équipage aurait également suivi la checklist stabilisateur inopérant dans leur manuel de référence rapide. Et cette checklist leur aurait indiqué d'essayer d'utiliser les deux systèmes de secours afin de résoudre le problème et de remettre l'avion en trim. Si cela échouait, la checklist demandait à l'équipage de ne pas réengager le pilote automatique, car le fait que le trim ne bougeait avec aucun des moteurs indiquait qu'autre chose causait le blocage. Il serait donc déconseillé de continuer à essayer d'activer les moteurs, ce que le pilote automatique ferait assurément. Malgré cela, après que l'avion ait été piloté manuellement pendant près de 2 heures le long de la route, le pilote automatique a été réengagé à 15h47. La réduction du poids de l'avion et une vitesse plus élevée auraient diminué les forces sur le manche, permettant de réactiver le pilote automatique. Et il est possible que l'équipage ait simplement voulu disposer d'une capacité supplémentaire pour continuer à résoudre le problème. Vous vous demandez peut-être pourquoi les pilotes n'ont pas immédiatement fait demi-tour vers leur aéroport d'origine après avoir constaté le problème. Avec les informations disponibles à ce moment-là, un retour direct aurait entraîné un atterrissage en surcharge, avec des vitesses d'approche et d'atterrissage supérieures à la normale. Et d'un point de vue strictement opérationnel, le problème qu'ils pensaient avoir n'était pas si grave, et la checklist des procédures anormales ne leur conseillait pas d'atterrir sur l'aéroport disponible le plus proche. Mais cela ne signifie pas que les pilotes n'ont pas envisagé de se dérouter. En fait, c'est précisément ce dont ils discutaient lorsque la transcription du CVR a finalement commencé à 15h49 et 49 secondes. Les pilotes résolvaient encore le problème du stabilisateur bloqué, tandis que le commandant contactait la maintenance et l'exploitation d'Alaska Airlines. Les ingénieurs avaient consulté l'historique de maintenance et n'avaient rien trouvé, en particulier rien concernant le stabilisateur. Dans tous les cas, le commandant de bord Ted a informé la maintenance et les opérations qu'il souhaitait se dérouter vers l'aéroport international de Los Angeles au lieu de continuer vers San Francisco.
Et lorsque les opérations ont entendu cela, ils étaient manifestement agacés par cette décision et voulaient qu'ils précisent pourquoi ils ne pouvaient pas simplement continuer vers San Francisco à la place. C'est exactement le genre de choses qui me fait bouillir de rage. Un pilote ne demande jamais un déroutement à moins qu'il ne considère que c'est absolument nécessaire. Un déroutement prolongera toujours la journée de travail et cela crée des désagréments pour les passagers, l'équipage et la compagnie. Donc, un déroutement n'est pas quelque chose qu'un pilote demanderait sans raison valable. Cela semblait également être l'avis du commandant de bord Ted, qui a expliqué aux opérations d'Alaska qu'il ne voulait tout simplement pas survoler un aéroport approprié avec ce type de problème. Et que les vents et les conditions à LAX étaient normalement plus adaptés aux atterrissages avec ce genre de problème, le contrôleur des opérations a dit qu'il devait, bien sûr, faire ce qu'il pensait être le plus sûr. Il a aussi averti le commandant que cela risquait d'entraîner des retards pour le vol retour vers San Francisco et des difficultés pour obtenir une autorisation d'atterrissage pour un vol international imprévu à LAX. Tout cela semble être d'autres façons de faire pression sur l'équipage pour qu'il poursuive sa route, ce que le commandant a d'ailleurs signalé à son copilote. Une autre chose importante à retenir ici, c'est que le vol était encore parfaitement sous contrôle à ce moment-là et qu'aucun appel d'urgence ou de détresse n'avait été lancé. Cela signifiait que le vol était traité comme n'importe quel autre avion dans l'espace aérien. Et cela pourrait aussi expliquer l'attitude détendue du contrôleur des opérations d'Alaska Airlines. Les pilotes ont choisi de poursuivre leur route jusqu'à Los Angeles avant de se dérouter. Ainsi, ils consommaient plus de carburant pour réduire poids et vitesse à l'atterrissage, tout en gagnant du temps pour diagnostiquer le problème et préparer leur arrivée. D'après les conversations de l'équipage, on entend clairement qu'il s'agissait de deux pilotes très expérimentés et bien formés, capables de penser de manière créative. Ils demandaient sur la fréquence des opérations si des instructeurs pilotes étaient disponibles, car ils pouvaient envisager des éléments que les pilotes auraient oubliés. C'est une très bonne idée, mais malheureusement, il n'y avait pas d'instructeur disponible. Le commandant Ted a aussi informé les opérations qu'il comptait descendre à une altitude plus basse et configurer l'appareil pour observer son comportement. C'est une excellente idée en cas de problème de commande de vol, car il vaut mieux détecter d'autres soucis de contrôle à plus haute altitude. Avec plus de temps, on peut corriger et élaborer un nouveau plan d'atterrissage. À 15h59 et 44 secondes, le commandant de bord a remis les commandes de l'avion, qui était encore piloté par le pilote automatique à ce moment-là, au copilote Bill. Il a ensuite changé la fréquence pour écouter le service automatique d'information terminale. À LAX, la météo était bonne, avec des vents presque alignés sur la piste, une bonne visibilité et seulement quelques nuages dans les environs. Une fois cela fait, il a continué à parler avec les opérations de LAX pour obtenir les calculs des performances d'atterrissage pour eux, ainsi qu'une mise à jour sur les vents à San Francisco, afin de s'assurer que la météo était effectivement meilleure à LAX. Tout cela faisait partie des préparatifs standards pour un déroutement et tout était encore sous contrôle à ce stade, mais cela allait bientôt changer. À 16h07 et 51 secondes, une nouvelle voix d'ingénieur a appelé le vol 261 sur la fréquence des opérations. Il a demandé s'ils avaient encore le même problème avec le stabilisateur et s'ils avaient testé toutes les options, y compris les interrupteurs Pickle du manche à balai et les poignées en valise. Le commandant de bord a répondu qu'ils avaient effectivement tout essayé, même ensemble, et qu'il serait ravi d'entendre s'il avait d'autres suggestions, comme des disjoncteurs cachés ou autre chose. L'ingénieur a dit qu'il revérifiait le guide des disjoncteurs, mais voulait s'assurer qu'ils avaient tout tenté. Le commandant Ted a confirmé que c'était le cas, et que le voltmètre AC, qui est un instrument indiquant la charge en courant alternatif, montrait une forte augmentation de la charge électrique lorsqu'ils utilisaient les interrupteurs de compensation normaux. C'est une information importante, car cela montre clairement que le moteur lui-même fonctionnait, mais qu'il n'arrivait pas à faire bouger la vis. C'est le signe d'un dommage grave sur toute la vis mère, mais il aurait été difficile pour les pilotes de s'en rendre compte avec les rares informations dont ils disposaient alors. Dans les versions suivantes de la checklist du manuel de référence rapide, l'équipage serait clairement informé de ne pas réessayer d'utiliser les systèmes de compensation si ceux-ci ne fonctionnaient pas après la première tentative. Et nous allons très bientôt voir la raison de cela. Maintenant, à cause des questions répétées de l'ingénieur, le commandant de bord semblait avoir eu une idée.
parce qu'à 16 h 8 minutes et 59 secondes, il a dit au copilote « Je vais le désactiver, tu as les commandes ». Et le copilote Bill a répondu « D'accord ». 10 secondes plus tard, le commandant de bord a poursuivi en disant « Faisons ça et ça va le désactiver », suivi par la déconnexion du pilote automatique. Très probablement, le commandant de bord a probablement appuyé simultanément sur les deux interrupteurs de manche et peut-être sur les poignées de secours, ce qui a déconnecté le pilote automatique. À ce moment-là, un bruit sourd fort a été entendu sur l'enregistreur de voix du cockpit, suivi de 2 légers coups venant de l'arrière de l'avion. Le son suivant était celui du stabilisateur en mouvement, suivi du copilote Bill s'exclamant « Putain de merde ». Le stabilisateur horizontal est alors passé de sa position de 0,4 degrés nez en bas, dans laquelle il était bloqué depuis 2 heures, à une position légèrement au-delà de sa position maximale de 3,1 degrés nez en bas. Il est possible que l'activation soudaine du moteur de compensation ait recommencé à faire tourner la vis ACME, provoquant la rupture complète des derniers filets à l'intérieur de l'écrou ACME, ce qui a permis à la vis et au stabilisateur de se déplacer librement à l'intérieur de l'écrou. Tirer les gouvernes de profondeur pour contrer la plongée n'a fait qu'augmenter la tension sur la vis, la déplaçant davantage vers le haut et aggravant la situation. Maintenant, la raison pour laquelle on peut supposer que c'est ce qui s'est passé, c'est que le mouvement de la compensation pendant les secondes qui ont suivi les 2 bruits sourds n'était pas linéaire, comme il l'aurait été si la vis avait simplement tourné normalement dans les filets. Le mouvement ascendant de la vis ne s'est arrêté que lorsque la butée mécanique a violemment heurté le bas de l'écrou ACME, laissant des marques et des rayures bien visibles dessus. Le mouvement soudain du stabilisateur a alors provoqué une inclinaison vers l'avant du nez de l'avion, entraînant une plongée rapide et, par conséquent, une forte augmentation de la vitesse. Le copilote a crié « Que faites-vous » Le commandant a répondu « Je l'ai désactivé », faisant sans doute référence au pilote automatique. Les pilotes ne pouvaient pas savoir ce qui s'était passé à l'arrière de l'avion, mais la remarque du commandant souligne un point essentiel. L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne devons pas engager le pilote automatique en cas de problème de commande de vol, c'est que le pilote automatique peut en réalité masquer les problèmes de contrôle et provoquer un changement brutal d'assiette ou de roulis s'il se déconnecte soudainement. Dans ce cas, les pilotes ont passé les 80 secondes suivantes, terrifiantes, à tenter de sortir l'avion de la descente. Le commandant de bord a appelé le contrôleur aérien, leur disant qu'ils étaient en descente, et pendant qu'il faisait cela, une forte vibration s'est fait sentir dans tout l'avion. Le commandant de bord a crié « Vous êtes en décrochage », ce qui n'était pas le cas, mais les vibrations, associées au taux de descente rapide, pouvaient éventuellement être interprétées ainsi. Cela expliquerait aussi pourquoi, quelques secondes plus tard, il a crié « Non, non, il faut relâcher, il faut relâcher », faisant peut-être référence à la façon dont le copilote tirait sur le manche à balai. Il y a eu plusieurs échanges entre les pilotes jusqu'à ce que finalement l'alarme de survitesse commence à retentir. Cela a poussé le pilote à sortir le spoiler, ce qui a semblé améliorer légèrement la situation. Mais il a tout de même fallu un effort combiné d'environ 130 livres, soit presque 60 kg de force, pour sortir l'avion de la descente à 6000 pieds par minute. L'équipage a finalement réussi à reprendre plus ou moins le contrôle de l'avion lorsqu'ils ont atteint environ 24 000 pieds. Ils ont demandé au contrôleur aérien une altitude entre 20 et 25 000 pieds pour rester séparés des autres avions en cas de nouvelle descente. Ils ont ensuite commencé à discuter de ce qui venait de se passer. Ils étaient tous les deux d'accord pour éviter l'interrupteur qu'ils avaient actionné et qui avait déclenché la descente. Et ils étaient également d'accord pour dire que la situation était désormais nettement pire, avec le stabilisateur horizontal complètement braqué vers le bas. Ils ont aussi évoqué la nécessité de ralentir l'avion et de sortir les becs et volets pour tester son contrôle. Mais avant qu'ils ne puissent agir, le commandant Ted a quitté la radio pour informer la maintenance de la situation désormais bien plus grave. Les ingénieurs n'avaient pas vraiment de nouveaux conseils et lui ont juste dit que c'était à lui de choisir de retenter le système de compensation. Ce conseil a déclenché une conversation entre les deux pilotes pour savoir s'ils devaient ou non essayer à nouveau. Mais là, le copilote a pris la parole clairement et il a dit qu'il ne pensait pas que ce serait une bonne chose à faire. Le copilote Bill a également, à ce moment-là, rappelé au commandant de bord qu'il devait faire une annonce aux passagers à l'arrière, probablement terrifiés à présent. Le commandant de bord Ted a accepté et il a fait une annonce courte et concise, sans donner trop de détails, mais aussi sans aucune forme de baratin.
Une annonce très bien faite, compte tenu des circonstances extrêmes dans lesquelles il se trouvait et qui, espérons-le, a apporté un peu de réconfort aux passagers. Le contrôleur aérien de Los Angeles a maintenant transféré le vol 261 au contrôleur d'approche. Quand le commandant de bord a expliqué leurs problèmes, ils ont reçu l'autorisation d'aller directement à Los Angeles. Mais ici, le commandant de bord a pris une décision véritablement héroïque. Il savait probablement que son avion était dans un très mauvais état. Alors il a refusé la route directe et a plutôt demandé à rester sous surveillance radar avec des vecteurs au-dessus de la baie afin de terminer les tests de configuration au-dessus de l'eau plutôt qu'au-dessus d'une zone habitée. Ce faisant, il éviterait des dommages à des tiers si quelque chose tournait encore plus mal. Et cela démontre une conscience situationnelle extraordinaire sous pression. Après décision, le commandant a demandé à redescendre à 10 000 pieds pour finir les tests de maniabilité. Le contrôleur leur a demandé de patienter, puis encore une fois, le copilote a pris la parole et a suggéré qu'ils devraient effectuer le test à leur altitude actuelle plutôt que de descendre à 10 000 pieds et de les faire là. Je comprends maintenant pourquoi le commandant choisit une altitude plus basse, où l'air est plus dense, similaire à celui d'une approche. Mais la suggestion du copilote d'essayer avec plus de marge d'altitude a également tout son sens. C'est formidable de voir le professionnalisme aéronautique et la gestion des ressources de l'équipage, ou CRM, s'exprimer dans des conditions aussi difficiles. Le contrôle aérien a autorisé l'appareil à descendre initialement à 17 000 pieds, ce que l'équipage a répété, et ils ont également rappelé aux contrôleurs qu'ils avaient besoin d'une altitude bloc. Ils ont été autorisés à virer sur un cap 280 degrés en direction de la mer, puis à changer de fréquence de contrôleur pour passer au secteur suivant. Le chef de cabine a alors été appelé dans le cockpit. À son entrée, elle a signalé au pilote que l'équipage avait entendu une forte détonation à l'arrière de l'avion. Juste avant la première plongée, le commandant de bord l'a remercié pour l'information et lui a demandé de sécuriser la cabine et d'attacher tout le monde. Parce qu'il prévoyait de décharger l'avion et de voir s'il pouvait faire fonctionner la compensation de cette façon, décharger l'avion signifierait piquer du nez pour réduire la pression arrière et donc la charge sur le stabilisateur. Cette manœuvre est reconnue efficace pour résoudre certains blocages du stabilisateur. Dans d'autres types d'avions, comme le 737 par exemple, cela était appelé la manœuvre du grand 8. Cependant, essayer cela signifierait à nouveau tenter d'activer le système de compensation de toute façon. Il devait d'abord essayer de configurer l'avion et vérifier s'il était contrôlable. Ils ont commencé par rentrer les aérofreins, puis à 16h17 et 54 secondes, le commandant de bord Ted a pris le contrôle de l'avion et a demandé à sortir les becs. Tout d'abord, le copilote Bill a déplacé la manette des becs en position sortie, et cela a apparemment aggravé la tendance à piquer du nez. Le commandant de bord a alors demandé à sortir les volets à 11 degrés. Et lorsque les volets ont commencé à bouger, l'avion s'est en fait stabilisé et il est devenu un peu plus facile à piloter à nouveau. Maintenant, pour une raison inconnue, une fois le test terminé, le commandant de bord a décidé de rentrer à nouveau les volets et les becs, même si l'avion volait plutôt bien dans cette configuration. Il a peut-être fait cela pour tester la configuration d'atterrissage, mais il ne comptait pas la garder jusqu'à Los Angeles. Voici donc une autre leçon pour vous, les futurs élèves pilotes. En cas de problème de commande de vol similaire, si le carburant n'est pas un souci, ne revenez pas à l'ancienne configuration après modification. Il est généralement préférable de continuer à piloter l'avion dans cette nouvelle configuration plutôt que de tenter votre chance en reconfigurant à nouveau, de toute façon. La prochaine chose que le commandant de bord voulait faire était d'essayer de décharger le stabilisateur pour voir si cela résoudrait le problème de compensation. Mais ici, l'officier Bill a d'abord mis son veto. Il a dit qu'il ne pensait pas que ce soit une bonne idée d'y toucher à nouveau puisque l'avion volait. Et il a aussi dit « Je pense que si c'est contrôlable, on devrait simplement essayer de le poser ». Le commandant de bord Ted l'a écouté et a de nouveau accepté, montrant un excellent CRM entre les deux. Mais malheureusement, cela n'était tout simplement pas censé arriver, car seulement 5 secondes plus tard, une série de faibles coups sourds a été entendue à l'arrière. Suivi par le copilote qui dit « Tu as senti ça ?» Le commandant, qui tenait le manche à balai, a dit « Ouais, d'accord, donne-moi, c'est galère », signalant qu'il devait forcer davantage pour éviter que l'avion ne pique du nez.
Ce qui s'était probablement passé à ce moment-là, c'est que le tube de torsion à l'intérieur de la vis ACME avait été soumis à des charges importantes de flexion et de traction. Au cours des 10 minutes qui s'étaient écoulées depuis la rupture des filets de l'écrou ACME, ces charges de flexion avaient activé des fissures de fatigue déjà présentes à l'intérieur du tube de torsion, et désormais ces fissures provoquaient la rupture complète du tube de torsion en 2 parties. Et donc quitter complètement l'écrou et la butée. Cela signifiait que le stabilisateur était désormais autorisé à bouger presque librement autour de ses charnières arrière. Il est alors venu heurter violemment les supports du carénage de l'extrémité du stabilisateur vertical qui sont ainsi devenus la seule chose l'empêchant de monter encore plus haut. Cela a provoqué le passage de l'angle du stabilisateur de 3,1 degrés à 3,6 degrés vers le bas, ce qui expliquait l'assiette à piqué supplémentaire ressentie par le commandant de bord. Le commandant de bord a rapidement demandé de réétendre les becs et volets, car l'avion était plus maniable ainsi, mais il était déjà trop tard. Les supports du carénage de l'extrémité de la dérive verticale n'étaient pas prévus pour supporter les charges exercées désormais par le stabilisateur. À 16h, 19 minutes et 35 secondes, un bruit horrible a été enregistré sur l'enregistreur de voix du cockpit. Et simultanément, plusieurs petits échos radars pouvaient être observés sur le radar du contrôle aérien. Lorsque le carénage d'extrémité a été arraché et s'est détaché de l'avion, le stabilisateur s'est alors déplacé vers le haut à un angle trop élevé pour être mesuré par l'enregistreur de données de vol, ce qui a provoqué une bascule immédiate et violente vers l'avant. C'était une situation désespérée, le stabilisateur horizontal étant devenu totalement incontrôlable. Pourtant, le commandant de bord Ted a tout de même essayé. Ce qu'il fit alors, au lieu d'essayer de sortir du piqué de 70 degrés, fut de pousser le manche à balai vers l'avant et de faire rouler l'avion sur la gauche jusqu'à une position inversée, compensant ainsi efficacement la bascule vers le bas du stabilisateur. Il criait « Pousse, pousse, pousse et roulis !» tandis que le copilote lançait un Mayday, mais sans le transmettre réellement à la radio. À cause du roulis, l'assiette est passée de moins 70 degrés à 29 degrés, puis à moins 9 degrés. Alors qu'il volait désormais sur le dos en sortant de la baie à 16h, 19 minutes et 54 secondes, le commandant de bord Ted a déclaré « D'accord, on est sur le dos, maintenant il faut le récupérer ». Cela indiquait qu'il voulait ramener l'avion dans une position normale. Et pendant qu'il essayait cela, il passait 16 400 pieds, descendant toujours à une vitesse de 208 nœuds. Au cours des secondes suivantes, les données de vol enregistrées ont indiqué des mouvements d'aileron à gauche et à droite alors que les volets étaient rentrés. Le commandant de bord Ted a crié « Pousse, pousse, pousse le côté bleu vers le haut », indiquant qu'il voulait remettre l'avion sur la bonne assiette. Et cela a été suivi de « Pied au palonnier, à gauche, palonnier gauche, palonnier gauche ». Le copilote Bill a dit qu'il ne pouvait pas l'atteindre, puis le commandant Ted a ordonné « palonnier à droite ». Cet effort n'a pas fonctionné et 10 secondes plus tard, le commandant de bord Ted a dit « Il faut recommencer, mais au moins à l'envers, on vole ». Mais malheureusement, cet appel a été presque immédiatement suivi par le bruit de plusieurs pompages de compresseurs et le son du moteur droit qui ralentit. Probablement à cause de l'angle extrême de l'air arrivant qui frappait les entrées du moteur. À partir de ce moment, il n'y avait plus rien à faire. Le commandant de bord Ted a demandé que les aérofreins soient sortis, mais ces derniers mots ont pu être entendus sur l'enregistreur phonique du cockpit à 16h, 20 minutes et 56 secondes. Lorsqu'il a dit « Ah, c'est parti », moins d'une seconde plus tard, l'avion a percuté l'océan Pacifique et les 88 personnes à bord ont été instantanément perdues. Plusieurs autres avions dans la zone avaient été témoins de la descente finale du vol 261, et grâce à eux et aux images radar, le site du crash a été rapidement localisé. Les débris étaient éparpillés sur le fond marin, et il a fallu une semaine pour récupérer la majorité des morceaux. Il y avait parmi eux l'enregistreur de vol, celui des conversations du cockpit et la majeure partie de la vis sans fin du stabilisateur horizontal. Avec l'aide de ces éléments, les enquêteurs du NTSB ont pu relativement rapidement commencer à cibler ce qui avait causé cette horrible tragédie. En examinant de plus près la vis ACME et l'écrou, ils ont constaté que l'écrou était presque complètement lisse, avec seulement des restes de filetage encore présents à l'intérieur. Sur la vis ACME, ils ont trouvé plusieurs morceaux de filetage en forme de spirale qui avaient été arrachés de l'écrou, probablement lors de cette première plongée.
Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde, c'est qu'il ne semblait plus rester de graisse du tout, ni sur la vis, ni sur l'écrou. Le graisseur sur l'écrou était bouché par un mélange gris de vieille graisse et de résidus d'usure, et le reste des composants était complètement sec. Il n'y avait absolument aucun lubrifiant dessus. Les enquêteurs ont alors examiné de près les dossiers de maintenance d'Alaska Airlines et interrogé mécaniciens et ingénieurs. D'importantes divergences ont vite été relevées entre leur manuel de maintenance et la façon dont les travaux étaient réellement réalisés dans leur centre technique. De plus, l'absence de fonction de gestion clé dans la compagnie aérienne a entraîné une grande confusion sur la répartition des responsabilités. Cela s'était produit sur plusieurs années à mesure que l'exploitation d'Alaska Airlines continuait de croître, et c'est ce que je désignais par le terme « dérive organisationnelle ». Tout cela s'était produit par petites étapes successives. L'enquête a conclu que l'accident résultait d'une perte de contrôle causée par la défaillance en vol de la vis de compensation du vérin du stabilisateur horizontal. La cause a également été favorisée par le calendrier prolongé de lubrification et les contrôles d'usure d'Alaska Airlines, qui avaient tous deux été approuvés par la FAA. Ces deux éléments, combinés à une ou peut-être plusieurs lubrifications mal effectuées, ont fait que l'usure excessive est passée inaperçue et ont finalement conduit à la défaillance totale des filetages à l'intérieur de l'écrou ACME, puis à la rupture du tube de torsion. 24 recommandations de sécurité ont été émises à l'issue de l'enquête. Quelques-unes d'entre elles ont donné des consignes plus claires aux pilotes concernant le fait de ne pas répéter les actions dans les listes de vérification relatives au système de compensation et de ne pas utiliser le pilote automatique en cas de problème de commande de vol. Mais la grande majorité des recommandations étaient destinées à Alaska Airlines et à la FAA concernant les intervalles de maintenance, la lubrification et les contrôles d'usure du stabilisateur horizontal. Après l'accident, le programme de lubrification a été immédiatement modifié pour être effectué toutes les 650 heures sur tous les appareils MD-80. Des recommandations ont aussi visé à interdire la certification des avions sans preuve qu'ils ne risquent pas de défaillance catastrophique à point unique, comme dans ce cas. Les deux pilotes, le commandant de bord Ted Thompson et le copilote Bill Tansky, ont reçu à titre posthume la médaille d'or pour héroïsme de l'Association des pilotes de ligne, en reconnaissance de leurs actions pendant l'urgence. Et si vous pensez reconnaître certaines scènes de cette vidéo, c'est probablement parce que la même défaillance et des actions similaires des pilotes ont été utilisées dans le film Flight de 2012 avec Denzel Washington. C'était un épisode très effrayant. Et je sais que parmi vous, certains sont probablement des passagers anxieux. Sachez que même si des événements comme celui-ci se sont produits, ce sont justement des tragédies comme celle-ci qui ont eu l'impact le plus profond sur l'amélioration de la sécurité dans le secteur aérien, et pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent. J'ai d'ailleurs créé une application spécialement pour vous, où vous pouvez poser vos propres questions. Vérifiez la présence de turbulences sur vos prochains vols et écoutez-moi expliquer les bruits d'avion, les sensations et les procédures. Elle est disponible sur tous les appareils et vous pouvez la découvrir en allant sur app.maintourpilot.com et en créant simplement un compte. J'espère vraiment que cela vous aidera maintenant. Regardez ces vidéos ensuite et passez une journée absolument fantastique. Au revoir.